la pandémie, n'est-ce pas, des différents progrès de la médecine, n'est-ce pas, qui est le vaccin contre la COVID-19. Un progrès réel auquel nous sommes en train, n'est-ce pas, n'est-ce pas, de faire face et à en être aussi bénéficiaire, mais aussi témoin. Très rapidement, donc voilà notre petit plan de ce jour. Ça va être en tout cas un balayage de autant de sujets d'actualité, de l'épidémiologie aux conséquences de tout ce qu'on a comme, n'est-ce pas, conséquences de la pandémie et les moyens que nous avons, passant sur un peu le développement de vaccins qu'on a dans les pipelines actuellement, mais aussi réfléchir sur l'efficacité des vaccins qui sont en train d'être introduits, regarder les différentes stratégies qui sont actuellement données, réfléchir sur le boost, regarder les données, faire parler les données qui existent dans la littérature actuellement, et regarder aussi les freins par rapport, n'est-ce pas, à cette distribution du vaccin contre la COVID-19, spécialement chez nous en Afrique, et donc les hésitations vaccinales. Et qu'est-ce qu'on peut faire par rapport à ça? Parce que c'est aussi ça ce qui est important, savoir aussi que la population tient beaucoup à savoir ce que les experts de santé savent, parce que ce qu'ils savent sera le reflet de ce qu'on aura aussi dans la communauté. Et j'en profite donc aussi pour balayer un peu l'épidémiologie. Ça, c'est... Et donc, jusqu'au 27 février, on voit que de manière générale, l'épidémiologie, donc la pandémie, actuellement, nous sommes en train de quitter ce pic qui a été vraiment très, très, très grand, mené par la vague d'Omicron. Ça, c'est au niveau mondial. Vous regardez que même les décès sont en train de baisser aussi, ce qui est une très bonne chose. Alors, chez nous en Afrique, c'est qu'on remarque aussi que voilà, notre quatrième pic est en train de baisser. Vous voyez très bien si que les événements qui ont eu lieu n'est-ce pas, fin de l'année ont fait que nous ayons un pic, n'est-ce pas, en M, mais qui est finalement en train de baisser aussi. Quand cela ne tienne, on est en train de voir qu'il y a une augmentation dans 16 pays, plus ou moins, beaucoup plus en Lesotho, au Congo, Ghana, Afrique du Sud, avec de fortes prévalences, quand même, de fortes incidences quand même en Afrique du Sud et dans la Réunion. On voit que la mortalité, quoique en train de diminuer, on est toujours en train d'enregistrer quelques cas. La semaine précédente, c'était 700 un nouveau décès. Pour la première fois, hier, nous n'avons pas eu un décès ici en Afrique du Sud par rapport à la COVID-19, mais quand on voit toute l'incidence cumulée de la semaine, c'était toujours élevé. Et donc, en Afrique du Sud, en Algérie, en Réunion. Et donc, il y a toujours, la pandémie est toujours avec nous. Et si on voit cette épidémiologie qui est dominée par l'Omicron, on sait voir qu'un peu partout, on a déjà on fait face à l'Omicron, en effet, et chez nous en Afrique, dans le continent. Vous voyez comment il est coloré. Mais quant à savoir la quantification sur le map de votre, à droite ici, vous voyez que le variant préoccupant détecté, vraiment la proportion n'est pas estimable dans beaucoup de pays. Et c'est ça le défi, en effet. À un moment donné, on se dit que nous avons ce variant, oui, mais est-ce qu'on sait le quantifier? Tout ça, évidemment, ça dénote tous les besoins qu'il y a dans notre continent sur ce qu'on appelle, n'est-ce pas, la surveillance génomique. Mais il y a beaucoup de progrès, il faut dire, déjà avec le hub qu'on est en train d'installer ici et là, notamment celui d'Afrique du Sud, et de pilotage, n'est-ce pas, toutes les conventions qu'il y a avec d'autres pays par rapport aux forces conjointes, n'est-ce pas, de l'Africa CDC et des WHO Afro. Dernièrement, vous savez que donc, le patron de l'OMS, Dr Tedros Ghebreyesus, est venu ici en Afrique du Sud pour voir un peu aussi toutes ces plantes ici qui sera sur les productions de vaccins et mRNA, donc à ARN messager.
Et donc, du coup, de plus en plus, le continent est en train de se rendre autonome. Mais nous avons encore un problème. Quand on regarde cette figure, on a un peu froid au dos. Je n'ai pas mis le parallélisme avec d'autres pays, mais on sait voir que tout simplement, c'est 17% de la population en Afrique qui est vaccinée et 12% qui a déjà complété sa dose. Maintenant que nous sommes en train de parler, n'est-ce pas, de boost, donc de rappel, et donc du coup, on se rend compte que même la première dose, nombreux ne l'ont pas encore eu. Et finalement, la deuxième dose ou compléter la dose, nombreux ne l'ont pas encore eu. Et donc, ceci montre encore la vulnérabilité de notre continent, chers collègues, et, n'est-ce pas, toute la nécessité de faire de pareilles présentations. Alors, quand on regarde une petite corrélation entre la demande de la vaccination et la vaccination elle-même, on sait voir qu'il y a quand même une corrélation à gauche, en bleu. Vous savez voir, par exemple, dans certains pays où on a tout simplement une demande d'autour de 21-40, comme ici en RDC, par exemple. Vous savez voir aussi que voilà, ce qu'on a, c'est autour de ça, et d'ailleurs légèrement moins encore. Mais quand vous voyez, par exemple, une demande autour de 61, 80%, 81, 100%, beaucoup plus en Afrique australe ici, et vous voyez quand même que l'aptèque ou alors, n'est-ce pas, la vaccination sur le terrain est aussi en train de suivre. Et ça, c'est un problème sérieux parce que quand on parle de la demande, ces demandes, ça, ce sont des données du groupe PER qui travaille en conjonction avec l'Africa CDC. On sait voir que ces demandes, c'est des surveys, donc des enquêtes qui ont été faites pour voir un peu les niveaux d'acceptabilité, n'est-ce pas, de vaccins quand on en aura. Les groupes d'experts de l'OMS qu'on appelle le SAGE Group, il définit évidemment depuis 2014 ces hésitations vaccinales comme, n'est-ce pas, le fait de rejeter ou de repousser, n'est-ce pas, la demande à la vaccination pendant que cette dernière est accessible, n'est-ce pas? Et donc, ici, nous devons remettre dans le contexte où le vaccin est accessible. Et donc, on peut donc mettre ces variables dans les ajustements, mais on retrouve quelque chose de semblable à ces modèles qu'on est en train de voir ici. Et donc, regardez, dans beaucoup de pays, on n'a pas encore de données en Afrique et nous pensons qu'il est temps de compléter ces données pour savoir ce qui est en train de se passer sur notre continent, en effet. Alors, ça, c'est quelque chose qui nous montre, ces données toujours du groupe PER, qui nous montrent un peu la conséquence que, n'est-ce pas, de la pandémie. Ce n'est pas seulement le cas comme on est en train de voir. Il y a beaucoup de choses qui se passent derrière le nombre qu'on est en train de voir, en effet. Et donc, d'abord, on sait voir qu'en haut, ici, vous voyez, on est en train de voir que il y a un petit relâchement dans beaucoup de pays, par exemple, de mesures individuelles. On voit que les gens, de manière individuelle, sont en train de baisser. Ici, c'est en rouge. On est en train de baisser par rapport aux observances, n'est-ce pas, de mesures barrières. Regardez encore ici par rapport au regroupement en public. Vous voyez que dans beaucoup de pays, maintenant, les gens ils ne sont plus en train d'adhérer. Ça, c'était jusqu'au septembre. Les gens sont vraiment ce qu'on est en train d'appeler, n'est-ce pas, Covid fatigue. Les gens sont en train de se fatiguer de plus en plus. Et donc, du coup, il est important d'introduire d'autres mesures, n'est-ce pas, notamment le vaccin dont on est en train de discuter aujourd'hui. En bas, vous allez voir un peu ici, donc, n'est-ce pas, le pourcentage encore, beaucoup plus de gens qui ont un problème d'accès à l'alimentation. Regardez, ça c'est incroyable comme problème. Pendant que les gens sont de l'autre côté en train de se fatiguer par rapport à certaines mesures,
parce que l'économie est étouffée. Et donc, du coup, on se rend compte que pendant ce temps, il y a eu beaucoup de mises opportunités. Donc, beaucoup d'opportunités manquaient. Et quand vous demandez aux gens dans beaucoup d'enquêtes, ils vous disent que leur problème, en tout cas, ce n'est pas COVID-19, c'est d'abord la faim. On est en train de voir dans beaucoup d'études que, voilà, le taux de malnutrition a augmenté parce qu'évidemment, certaines ONG ont fermé. Et donc, le bailleur des fonds qui viennent de l'Occident et aussi ont été, n'est-ce pas, frappés. Donc, vous avez eu comment les frais, même en recherche, et comment l'Angleterre a diminué de manière sensible les fonds de recherche, surtout en dehors de l'Angleterre, etc. Donc, une conséquence socio-économique est très importante sur notre continent. On a fait un petit travail de fond pour voir un peu ce qui finance un peu la COVID-19 en Afrique. On voit que c'est beaucoup plus les philanthropes, on voit que c'est beaucoup plus les institutions de Bretton Woods et malheureusement, le gouvernement n'ont pas mis beaucoup. Ils n'ont pas mis beaucoup en termes de soutenir, n'est-ce pas, les secteurs socio-économiques. Et donc, du coup, beaucoup d'entrepreneurs aussi ont perdu, etc. Les grands problèmes reviennent aussi sur, n'est-ce pas, par exemple, les soins de santé, le système de santé lui-même a été sérieusement frappé par la COVID-19. Et donc, ça, c'est un travail qu'on a fait avec des collègues au Niger qui montre un peu comment, par exemple, pour les enfants, ici, de manière très démontrée, en vert, on a comparé le premier semestre de 2019, donc avant la pandémie, puis on a comparé aussi donc le deuxième semestre de 2019, et puis donc le premier semestre de 2020. Quand vous voyez vraiment en vert, par exemple, on avait des efforts en termes de vaccins clés, comme le Pentavalent, 4. Vous voyez comment, avec la pandémie, la consommation de ces vaccins, même chez les enfants, a diminué. Quelle serait la conséquence? La conséquence est très importante. Ça veut dire que tous ces enfants ils seront susceptibles à faire des pathologies comme donc n'est-ce pas, des maladies respiratoires graves. Or, nous savons que une des premières causes de mortalité en Afrique, chez les enfants, reste encore n'est-ce pas, ces maladies respiratoires. Voilà, les soins curatifs, et même on voit que chaque fois qu'il y a pic, ça diminue, donc les gens ne consultent pas. Et vous pouvez avoir la même chose, on a écrit aussi un autre travail avec un collègue sur la tuberculose, et donc on sait voir comment les efforts qui étaient menés déjà avec les avancées sur la tuberculose en termes de diagnostic actif, etc., on a vu que tout cela est resté dans l'eau, donc quelle est la conséquence? Les gens ne voulaient pas aller à l'hôpital, se faire dépister, de peur de se faire étiqueter en termes par rapport comme faisant la COVID-19. Donc, tous ces cas là-bas sont perdus un peu dans la nature. Donc, du coup, avec une transmission communautaire qui continue et risque aussi de tuberculose multirésistantes. Et donc, voilà, tout ça, c'est des conséquences assez énormes. Et donc, du coup, ces rapports montrent qu'il y a plus ou moins 16 à 10, et donc 17 millions d'enfants qui sont en train de rater leur dose, par exemple, pour le measles. On voit, par exemple, que le taux de dépistage de VIH, par exemple, a diminué de 22%. On voit que la mortalité liée à la malaria a augmenté encore de 12% en Afrique. Et donc, suffisamment de conséquences de cette pandémie. Mais alors, il y a encore un grand trajet. Quand on regarde du côté gauche, tout ce qu'il y a comme logistique en rapport avec derrière la vaccination, pour que vraiment, comme on dit, de l'acquisition du vaccin jusqu'au moment où il va dans les bras. Et c'est un parcours de combattants. Hein. Parfois, les gens, ils voient seulement les vaccins au centre, ils ne savent pas derrière tout ça. Autant de processus qu'il y a, autant c'est important que le personnel de santé puisse s'imprégner un peu de cette réalité. Et donc, ça prend suffisamment de kilomètres avant que ça n'arrive dans le bras ou dans les centres. Et donc, ce qu'on demande parfois de sensibiliser nos collègues ou la communauté
Et c'est notre rôle aussi à jouer à ce point là-bas. Au rythme actuel, l'on pense que ça, c'est des projections de novembre. On pense qu'il faudrait plus ou moins 3 ans pour que l'Afrique soit vaccinée de manière correcte. Et donc, du coup, est-ce que ça fait peur un tout petit peu par rapport à ce qu'on est en train de voir chaque fois, le mutation, le variant de ce virus, donc SARS-CoV-2? Et en fait, c'est important de mettre ça dans la réalité et voir comment c'est en train d'influencer chaque fois. Donc là, je viens de montrer comment actuellement donc, la pandémie est finalement menée par l'Omicron. On sait maintenant qu'on a aussi 2 sous-variantes là à l'intérieur, donc le BA1 et le BA2. Mais alors, jusque-là, on sait que le BA2 qui est de plus en plus dominant maintenant en Afrique du Sud. Ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas très différent de l'autre, en ce sens qu'il n'a pas changé les trains d'hospitalisation, les décès, etc. Et donc, chaque fois, on est en train de voir, on doit s'attendre que notre courbe épidémiologique sera en train de changer au fur et à mesure qu'on trouve de nouvelles variantes. Alors, on sait bien que voilà, ce virus à l'ARN est prédisposé, n'est-ce pas, à des mutations et donc, du coup, à former de nouvelles variantes. Nous, en médecine, quand nous entendons de variantes, nous ne sommes pas très étonnés parce qu'on sait un peu l'instabilité de ce genre de virus, en effet. Par exemple, si pour le VIH, pour l'influenza, on sait qu'il y a suffisamment aussi n'est-ce pas, de mutations, donc de variantes, et qui compliquent même le fait qu'on n'ait pas le vaccin actuellement. Et donc, ce n'est pas du tout un terme très nouveau par rapport à nous, personnels de santé, mais c'est aussi nouveau, et tellement nouveau par rapport à nos frères et sœurs, nos mamans, nos grand-mères, nos frères, qui, pour eux, c'est la première fois, n'est-ce pas? Et donc, du coup, malheureusement, ils sont en train d'apprendre ça à la radio, à la télévision, et aux réseaux sociaux, sur Facebook. Et donc, la conséquence de cela, c'est tout ce qu'on a comme l'infodémie, n'est-ce pas? Parce que vous ne savez pas comment ils interprètent ça, en effet. Et donc, du coup, les variantes, on est entré, ce n'est pas toutes les variantes qui font peur, en effet. C'est comme ça qu'il faut le différencier. Il y en a qui font peur, il y en a qui ne font pas peur du tout. Et donc, on a des variantes qui, tout simplement, il faut surveiller. Et il y a d'autres qui, tout simplement, donnent l'intérêt. Il y a d'autres qui sont préoccupantes et d'autres qui sont, finalement, à haute conséquence. Et donc, il faut faire cette différence pour être sûr qu'on comprend, en effet, et qu'est-ce qui dicte cette pratique. Et donc, parce qu'on voit qu'une variante devient préoccupante si, n'est-ce pas, elle fait preuve d'une transmissibilité accrue ou preuve d'une gravité accrue et finalement son impact sur ce qu'on connaît, donc les diagnostics, les traitements et donc aussi les vaccins. Si on a une réduction, par exemple, à l'efficacité du vaccin qu'on a, etc., si la transmissibilité est très élevée, la gravité est très élevée, et donc ces variantes là-bas deviennent préoccupantes, en effet. Et donc, nous allons nous attendre à cela et n'est-ce pas, faire face par rapport à ça. Donc, voilà, on a une liste très, très importante. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a de quoi espérer. Et voilà, on a l'alpha, bêta, gamma, epsilon qui ne nous font plus peur actuellement. On sait qu'on a encore le delta qui continue avec nous, mais pas beaucoup, mais l'omicron est en train de dominer depuis, voilà, un temps. Et donc, les seules variantes actuellement préoccupantes sont donc le delta et l'omicron. Et voici cette surveillance génomique qui est en train de se passer. Et donc, du coup, on sait voir toutes ces mutations le long de la planète. Et c'est très important de voir tous ces projets GIZ qui est en train de suivre ça de manière très proche. Et c'est important de savoir que, voilà, les gens sont là. Il y a des hubs qui sont en train de se former. Il y a un partage des données. C'est comme ça que vous avez vu quand l'Omicron est arrivé, directement on l'a détecté en Afrique du Sud, au Botswana, en Corée. C'est parce qu'il existe déjà ces
cette chaîne ici, donc en Afrique du Sud, on a ces bons projets qui est, n'est-ce pas, piloté par le professeur Toulouse de Oliveira, des CRISP. Et donc, ça montre qu'il y a cette surveillance qui est très importante et nous pouvons être fiers comme Africains que nous avons une surveillance très, très importante. Quand l'Omicron arrive en Afrique du Sud, on ferme les frontières, on va peut-être voir encore ça. Mais on se rend compte quand on l'avait en Afrique du Sud, on l'avait déjà, par exemple, Néderlande aux Pays-Bas. Mais voilà. Mais le système africain l'a piqué un peu avant et dans l'honnêteté, on a averti le monde et c'est ça ce qu'il faut en effet. Et donc, et pourquoi finalement Omicron a été très préoccupante? Je nous ai épargné de faire des détails de tout ce qu'il y a comme toutes ces mutations qu'il y a là-bas, mais on sait qu'il y a 30 mutations sur ces gènes de pointe, donc le gène S, et 15 dans le domaine des liaisons de récepteurs. Et donc, on sait que sa transmissibilité est très importante. On sait qu'il s'est répandu par rapport à ces maps que j'ai projetées. Il est actuellement dans le monde entier. Alors, une chose qu'on sait, c'est qu'une réduction potentielle de l'efficacité de certains traitements par rapport à l'anticorps, mais aussi une réduction potentielle de la neutralisation par les sérums de personnes vaccinées ou convalescentes. Et donc, du coup, ça a plus ou moins répondu à cette triade de transmissibilité, virulence et capacité à pouvoir échapper aux réponses immunitaires. Mais alors, au fur et à mesure, quand on est en train de voir ce qui est intéressant, donc par rapport à la virulence, on a vu que oui, c'est virulent parce qu'il y a des gens qui sont décédés, mais ce qu'on a vu, que sa virulence était plus ou moins moindre par rapport à ce qu'on avait déjà avant, par exemple, par rapport au Delta, ce qui est une très bonne chose. Alors, et donc, il est très important d'avoir des équipes qui savent prédire pour finalement donner de très bons conseils au gouvernement. Ça, c'est par exemple un slide au début de l'émergence de l'Omicron. Par rapport à ce que vous avez comme courbe ici en vert, vous savez dire que nous aurons suffisamment de cas, n'est-ce pas, par rapport aux d'autres variantes précédentes. Ça, c'est très important. Et donc, la même chose s'est passée en Afrique du Sud. Donc, du coup, et vous regardez maintenant comment vous allez gérer cette transmissibilité dans la communauté. Et alors, pour se dire comment vous allez procéder, vous allez fermer les pays ou comment, le reste, ça va maintenant, n'est-ce pas, se passer par rapport à la gravité, au système de virulence. Si en Afrique du Sud, par exemple, on n'a pas fermé les frontières cette fois-ci avec Omicron, si on n'a pas à augmenter les niveaux, n'est-ce pas, de lockdown ou de l'état d'urgence, c'est tout simplement parce qu'on a vu qu'on avait encore des lits de réserve à l'hôpital. Et donc, quand on a des lits de réserve, donc le système de santé n'est pas foutu ou assommé par ça, et donc, cela est en train de nous informer par rapport à la virulence de cette souche émergente. Donc, du coup, ça, ce sont des éléments de surveillance à considérer. Donc, de manière générale, comment le CDC a donné des réponses, c'est ce qu'il fallait tout simplement surveiller, faire une surveillance génomique, n'est-ce pas, réfléchir encore sur la percée vaccinale, travailler avec le scientifique pour voir un peu quelles sont les réponses au laboratoire et donc faire le suivi de l'administration de l'efficacité des vaccins et évidemment considérer les groupes particuliers. Il y a des groupes ethniques qui finalement sont connus à être plus hésitants. On ne sait pas comment ils vont répondre par rapport à ça. Et il y a aussi ce qu'on a appelé les groupes spéciaux, notamment donc, les gens qui sont immunodéprimés, les gens qui ont le VIH, les gens qui ont la transplantation, le diabète et d'autres personnes qui ont des comorbidités comme ceux qui ont le diabète, les maladies chroniques, respiratoires, les maladies chroniques rénales, etc. Et donc, du coup, au début d'une nouvelle variante, ils réfléchissent toujours par rapport à tous ces groupes un peu spécifiques. Alors, qu'est-ce qu'on connaît par rapport à la neutralisation du variant Omicron par autant de vaccins? Ce qu'on sait, c'est que 15 études préliminaires, dont je mets les références en bas, 15 études préliminaires de sérums de vaccinés utilisant à la fois des pseudovirus et des virus vivants,
ont tout simplement donné que voilà, le vaccin avait l'efficacité vaccinale avait tout simplement été réduite de 15 à 127 fois par rapport au type sauvage, donc la souche 1, une réduction de 11 fois par rapport à ce qu'on connaît. On avait comme protection au virus, à la variante Delta. Mais on sait aussi que la neutralisation de l'Omicron en dessous de la limite de détection pour la plupart des individus qui avaient reçu 2 doses à l'ARN, donc messager au vaccin, donc Moderna et Pfizer, ou alors une dose de vaccin Janssen. On sait qu'il y a une neutralisation d'Omicron au-dessus de la limite de détection chez de nombreuses personnes vaccinées qui ont reçu un rappel ou qui ont déjà été infectées. Ça, ceci a introduit, a changé un tout petit peu notre connaissance sur, n'est-ce pas, ce qu'on savait déjà par rapport au vaccin COVID-19. Ceci veut dire qu'avec Omicron, l'immunité naturelle combinée à une ou deux doses de vaccin a augmenté un peu la protection, mais aussi, si vous aviez votre full dose ou full vaccin, ça veut dire un Janssen ou 2 Pfizer, par exemple, là, vous avez complété votre vaccination. Mais alors, si vous aviez un rappel, on a vu que votre protection a augmenté. Voilà donc un peu comment ça nous a amené à avoir quelques études qui ont commencé à être faites. Et une des premières études, c'est celle-ci de Discovery, qui est une mutuelle de santé, la plus grande en Afrique, qui a montré que voilà, les gens qui étaient vaccinés contre la COVID-19 avec Pfizer, ils avaient une 70% de protection contre, n'est-ce pas, une hospitalisation liée à COVID-19 et 33% contre l'infection pendant la vague Omicron, voilà, qui est en cours. Qu'est-ce que ceci veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que, comparé par exemple à Delta, qui vous protégeait pour la variante Delta, pour laquelle le vaccin Pfizer a protégé jusqu'à 80%, n'est-ce pas, le risque d'avoir, n'est-ce pas, l'infection, et 93% et diminuer de 93% le risque d'être hospitalisé. Voilà. Pour Pfizer, on a vu que c'est seulement 70% de protection contre l'hospitalisation et 33% contre l'infection. Ça, c'est très important et c'est encourageant. Ceci veut dire, quel que soit la variante qui est en train d'arriver, par rapport au contrôle, c'est-à-dire par rapport à celui qui n'est pas vacciné, celui qui est vacciné a toujours une chance très importante de pouvoir s'en sortir. On peut avoir une baisse, comme par rapport à ici, une baisse en termes de risque pour avoir une nouvelle infection, mais on a une chance très importante de ne pas pouvoir arriver jusqu'à se faire hospitaliser ou finalement jusqu'à mourir. Et ça, c'est vraiment important comme message, en effet. Et donc, du coup, quand on regarde maintenant cette très belle étude d'Andrews, ça montre, regardez un peu en cercle ici, c'est donc l'Omicron, la variante Omicron, et ici, en carré, c'est le Delta. Quand vous voyez après 2 doses de vaccination, de 2 à 9, ici, c'est donc en termes de semaines, l'efficacité est en train de diminuer, en effet. Au fur et à mesure que vous avez vos 2 doses, ici, c'est en train de diminuer jusqu'à un moment donné, à partir entre 15 et 19 semaines, vous avez plus ou moins un statico jusqu'au 25e, à la 25e semaine. Et donc, ça, c'est une baisse très importante, autour de 30, donc 35 plus ou moins, des protections. Par contre, quand vous voyez pour Delta, là, c'était encore 64. Et ceci, donc, quand vous voyez ici maintenant le boost qui arrive, et donc, tout simplement, dose de rappel, pouf, ça augmente encore, ça donne encore une protection de 76%, ce qui est très énorme, en effet. Vous vous rappellerez, au début de la pandémie, nous cherchions
Parce que nous savons qu'il y a d'autres doses, d'autres vaccins qui ont des rappels. Par exemple, pour la polio, on doit rappeler, n'est-ce pas? C'est combien de doses on donne? 1, 2, 3, 4, voyez-vous? Et donc, ce qui est important, quand nous discutons, quand nous engageons avec nos malades, avec notre communauté, il faut leur dire que voilà, le boost, ce n'est pas une nouveauté en effet. Une première, une deuxième dose, ce n'est pas une nouveauté en effet. Vous voyez, par exemple, dans un groupe de médecins, quelqu'un vous dit, tiens, on va être bleu avec le vaccin. Mais attends, on sait que ça existe et ça, c'est la première chose. On peut toujours rentrer, voir au temple d'Itecoq. On a d'Itecoq 1, 2, 3. Et donc, c'est important de suivre ça. Et ce qui nous motive, sont les données. Des études comme ça, comme celle d'Andrew, c'est des études très importantes quand on discute au staff, entre nous, médecins aussi. C'est important parce qu'on est en train de voir, c'est dans une des études que je vais projeter, c'est que quand vous demandez même aux médecins, là où leur source d'information, ils n'ont pas vraiment un article qu'ils vous citent. Ils vous donnent aussi, voilà, hein, sur le WhatsApp, il a lu ça, ou sur Twitter. Et donc, la médecine est en train de shifter de ce qu'on connaissait, aller dans le textbook ou et finalement avec les réseaux sociaux. Donc, les gens commencent à vous donner les références de ce qu'il a vu sur les réseaux sociaux. Docteur Patrick? Oui, professeur? Vous avez consommé 35 minutes, s'il vous plaît. Ah oui, merci. Et donc, de manière générale, ce qu'on voit, la stratégie contre ça, et donc, c'est le vaccin, le rappel, et finalement, les mesures non pharmacologiques qui restent meilleures. Et donc, il y a de nouveau, en termes d'actualité, c'est juste à titre informatif, on est en train de voir est-ce qu'augmenter la dose serait importante par rapport au Omicron. Est-ce qu'il faut développer de nouveaux vaccins spécifiques à Omicron? Mais on n'a pas encore beaucoup de détails, mais c'est en train d'arriver. Comme on est en train de faire la PCI ici, je voulais rentrer sur ça. C'est ce qu'on appelle l'approche basée sur l'évaluation des risques. Quand on doit conseiller notre président, notre ministre, etc. Et donc, ça ne sert à rien de paniquer quand on a une nouvelle variante. Ce qui est important, c'est aller sur l'approche basée sur les risques. C'est-à-dire connaître son épidémiologie locale, la destination de vos voyageurs, n'est-ce pas? Connaître un peu la force de votre structure et finalement, le plus important, c'est aussi dépister, faire un dépistage à l'aéroport ou aux entrées. Et une autre chose, finalement, ce sont des quarantaines, etc. Mais le plus important, à un moment donné, parce qu'il faudrait qu'on rouvre le monde, ce sera donc la vaccination. Savoir que les gens sont en train de se faire vacciner dans votre pays. Et donc, ces autres variantes, on ne va pas donc en discuter. On va laisser par rapport au temps. Et voilà. Alors, les implications sont tellement importantes par rapport au traitement, mais donc, comme mon temps est en train de finir, je vais laisser. En termes d'information, ce qu'il faut voir, c'est qu'on est en train de développer les vaccins à ADN. On a le vaccin ARN et on a le vaccin à base de protéines. La première, par rapport à base de protéines, elle vient d'échouer, en effet. On a encore une ou deux dans le pipeline. Et donc, mais vous voyez qu'il y a encore quelques candidats très importants ici, plus ou moins 44, mais on a 2 qui sont déjà en termes de preprints, donc qu'on devrait lire et voir, mais jusque-là, donc, on a beaucoup de candidats. Vous savez qu'il y en a qui ont donc le vaccin ADN visant beaucoup plus l'immunité médiée par les cellules T, etc. Et donc, c'est très important de savoir que nous avons beaucoup de candidats et que ici, ça montre encore que quand un candidat finalement passe sur le marché, c'est important de savoir que ça veut dire qu'il a suivi autant de rigueur scientifique. Et ce qui est important, c'est que quand on voit par exemple 44 ici à base de protéines, ce qui est vraiment une très bonne chose, on dit déjà il y a une qui vient de publier des résultats qui n'ont pas convaincu. Et donc, du coup, c'est un échec, on continue. Donc, ce qui arrive quand même à avoir l'aval de FDA, l'aval de l'OMS, je vous assure que c'est des vaccins qui, finalement, ont suivi un chemin de
très important, les experts, etc. Et chaque fois que l'OMS recommande un vaccin, et il y a toujours les documents qu'on appelle les background documents qui est publié et où vous autres, comme nous pouvons aller et lire et comprendre un peu la procédure qu'on a suivie. C'est important tout simplement, chers collègues, de voir un peu comment l'évolution s'est passée ici, parce que cette question revient et revient. Et donc, ce qui s'est passé, pourquoi chaque fois dans toutes les surveys, toutes les enquêtes, on montre que les gens ils disent non, 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 ne sais pas, ce vaccin a été fait précipitamment, etc. Oui, c'est vrai. Le monde n'allait pas être fermé pendant longtemps. Et donc, du coup, avec le progrès de la médecine, on est passé de 10 à 15 ans, même peut-être même à 100 ans, quand on voit que le BCG, on n'a que le BCG des années et des années, donc on n'a rien d'autre. Jusque-là, beaucoup d'efforts en cours. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on a chevauché, et chers collègues, c'est important de savoir, c'est qu'on a chevauché de phases. Et donc, par exemple, en phase 1, on avait autant de gens, par exemple 32, en phase 5, on avait 15, 33. Pourquoi on a chevauché? Parce qu'on avait on avait une distribution du génome du virus au niveau mondial, c'est la première chose. Deuxièmement, on avait des reculs par rapport au MERS, rappelez-vous, 2014, le MERS qui est aussi de cette famille, c'est pour cela qu'il n'est pas COV1, il est COV2. Mais dans cette famille là-bas, quand on a vu l'idée, on savait que le MERS, on avait déjà commencé à y travailler et beaucoup de gens. Par exemple, le Redemsivir, il était déjà dans le labo depuis tout ce temps. Le virus, le vaccin mRNA était déjà dans le labo depuis le temps. Et donc, ce qui s'est passé de plus nouveau, c'est cette coordination au niveau mondial où finalement, on a chevauché le phase clinique pour essayer de voir si on peut rouvrir le monde. Alors, l'autre problème qui arrive, c'est est-ce qu'il est safe? Est-ce qu'il est les effets secondaires et qu'est-ce qu'on en sait? Ce qu'on sait, c'est que quand vous comparez quand même les non-vaccinés aux vaccinés, la différence est nette par rapport à ceux qui sont infectés ou non. Alors, par rapport aux effets secondaires, on a les effets secondaires qui sont systémiques et locaux. Et donc, ce que je vais défiler, ces 3-4 diapos pour montrer tout simplement par rapport aux âges, n'est-ce pas, et nombre de doses, première dose ou deuxième dose, la différence n'a pas été, donc les effets secondaires observés n'ont pas été alarmants. Ça, c'est pour le vaccin Pfizer. Regardez les effets systémiques, pas alarmants. Par rapport à Shadox, ça n'a pas été alarmant non plus. Et donc, les effets boost ont tout simplement aussi été étudiés. Et quand on voit, même pour l'AstraZeneca, les effets boost n'ont pas augmenté non plus les effets secondaires. C'est important aussi à savoir. Donc, l'efficacité, s'il faut revenir par rapport même au Shadox, dont on ne parle pas trop, mais ce qui est important, c'est que quand vous les boostez aussi, vous voyez, c'est vrai que l'efficacité diminue très rapidement avec AstraZeneca, mais quand ici vous avez fini, vous le boostez aussi, on sait voir qu'il y a une augmentation des anticorps neutralisants. La même chose pour les effets secondaires. Quand vous regardez ici les effets secondaires nécessitant une hospitalisation, vous n'en avez presque pas en effet. Et par rapport à ce qu'on voit dans les réseaux sociaux, c'est donc très différent. Ici, je vais parler des populations spécifiques. Pourquoi dans certaines populations spécifiques, comme par exemple les gens qui sont les transplantés, pourquoi ils vont avoir leur full dose, par exemple, de Pfizer, doit aller à 3? C'est parce que vous voyez, par exemple, que les, n'est-ce pas, anticorps sont vraiment très, très, très diminués n'est-ce pas, très, très diminués donc, par rapport au contrôle. La même chose ici. Et donc, du coup, pour eux, quand vous regardez la 3e dose, alors, et il y a un bénéfice, par exemple, par rapport aux transplantés. Mais sinon, on a vu qu'eux, ils mouraient de plus en plus malgré la 2e dose. Comment on appelle ça en effet? Donc, ici, c'est un élément aussi très important qui est des données finalement publiées très récemment dans New England. Ça montre que de manière générale maintenant, quand on essaie de mettre autant d'études ensemble, et donc le vaccin, par exemple, à 6 mois, Pfizer,
on voit ici de manière générale, par rapport à la protection contre l'infection, c'est seulement 37. Mais par rapport à la protection contre les cas sévères, on va jusqu'à 91%. Et c'est très important que la publicité ne reste pas ici, mais quand nous allons discuter, c'est voir aussi l'hospitalisation, comment c'est réduit de 88%, et par rapport ici, par exemple, au cas sévère, donc 91%. Ça, c'est des chiffres très importants. Le temps, docteur Patrick, s'il vous plaît. Docteur Patrick. Oui, professeur. S'il vous plaît, vous avez encore le temps. On a consommé 45 minutes. OK. Et donc, 5 minutes alors? Veuillez être plus rapide. Oui, à vous. D'accord. Merci. Merci, professeur. Et donc, ici, c'est le mix match, en effet. Et donc, ce qui est maintenant de plus en plus accepté aux États-Unis, ici en Afrique du Sud, et je pense bientôt dans d'autres pays, parce que les gens savaient, je me booste avec quoi, en effet? Si vous avez eu le vaccin à ARN messager, vous pouvez avoir votre boost avec ça. Si vous avez eu, par exemple, les Pfizer ou les AstraZeneca, vous pouvez avoir votre boost avec ARN messager. Et si vous avez eu votre AstraZeneca, par exemple, ou Johnson & Johnson, vous pouvez avoir votre boost par rapport à ça. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle le mix match. Et ça, c'est des études qui montrent un peu comment, par exemple, si vous avez votre AstraZeneca, vous le boostez avec AstraZeneca, ARN ou donc Moderna ou Pfizer, comment vos anticorps augmentent, etc. Donc, ça, c'est la population spéciale, donc pour le VIH. Je vais rentrer un peu sur un point que je trouve très important parce que le professeur Chedli on a discuté sérieusement avec lui et on se disait finalement sur les thèmes, il fallait montrer parce qu'on va parler dans le cube des PCI que finalement le vaccin était un outil, c'est ce que moi je mettais. Et il m'a vraiment complété en disant que c'est un outil essentiel pour la prévention et le contrôle de maladies infectieuses. Ça, c'est très important parce que quand vous vous rappelez notre chaîne ici de transmission, qui est très important en PCI, en effet, on regarde ici, haute sensible, personne non immunisée, en effet. Et donc, du coup, on s'est rendu compte qu'avec le vaccin, l'immunité est très importante. Donc, l'immunisation, soit naturelle ou par vaccin, est très importante. Mais toute la question, est-ce qu'il faut attendre que j'ai une immunité naturelle au risque de finir aux soins intensifs? Quand on regarde, par exemple, cette étude que nous avons menée au Niger, nous rendons compte que la définition de celui qui meurt en effet en Afrique n'est pas différente de ce qu'on connaît. Même au fin fond de l'Afrique, ça c'est quand on prend au Niger, dans un pays en conflit, par exemple, donc l'épidémiologie est restée la même. Hein? C'est donc la personne au-delà de 60 ans qui va mourir de cette pandémie. Et donc, la même chose quand on voit ici les facteurs qui prédisposent dans la communauté à ne pas prendre le vaccin. Regardez, ça c'est un papier qu'on a fait ici en Afrique du Sud dans des communautés. On voit que c'est d'abord l'âge, malheureusement, l'âge, le jeune ici, qui finalement sont prédisposés à ne pas accepter le vaccin. Mais regardez aussi, l'ethnicité est très importante, les rangs socio-économiques est très important, le niveau d'éducation est très important. Cela suppose, malheureusement, que cette étude que vous connaissez déjà de Solis, qui a été faite dans beaucoup de pays en Afrique, ça montre que les gens y croient beaucoup plus ici, ils croient beaucoup plus au personnel soignant. Ceci veut dire que si les personnels soignants sont hésitants, la population et la communauté est hésitante aussi et on a un risque. C'est pour cela, chers collègues, que quand on a fait cette étude, par exemple au Cape Town, c'est qu'on retrouve que les 41% de personnes qui acceptent, n'est-ce pas, le vaccin dans la tranche des personnels soignants étaient proportionnels à ceux qui, finalement, tout le monde, donc leur influence était importante dans la communauté. Mais alors, les vaccins est connu finalement pour réduire la transmission communautaire pour alpha et delta. Et il y a des études qui viennent aussi pour Omicron confirmer la même chose. Cette belle étude montre tout simplement ce qu'on appelle, chers collègues, le breakthrough infection, c'est-à-dire quelqu'un qui est vacciné peut
tomber malade. Ça existe sur le plan immunitaire. Ce n'est pas que le vaccin a échoué, mais il existe des caractéristiques de certaines personnes qui, malheureusement, après avoir reçu une dose complète, peuvent toujours faire la maladie. Mais alors, même si vous avez fait votre maladie, comparé au placebo, même là-bas, le risque de mourir est très différent. Ça, c'est d'abord la première chose. La deuxième chose, il faut voir qui fait ça. C'est probablement aussi la plupart des fois les gens qui ont donc l'immunité compromise, etc. Donc, quand on dit celui-ci a fait, il a eu les vaccins, mais il est devenu malade, c'est ce qu'on appelle le breakthrough infection. Donc, ça existe en médecine et il faut savoir tout simplement ce qu'il faut faire. Il faut booster cette personne là-bas. Et donc, on sait voir une très belle étude, et c'est la dernière que je vais présenter, je crois. Et donc, ça montre tout simplement que le vaccin, ça va être notre chance de réduire cette pandémie ou de la finir. On voit des effets par rapport à la transmission au niveau communautaire. On voit les effets par rapport à la réduction des risques chez les personnes vaccinées. Mais ça aussi, c'est très important. Même quand il y a les breakthroughs, on se rend compte qu'il y a une protection toujours très importante par rapport aux non-vaccinés. Voilà donc, ce qui va nous rester, c'est aller en communauté, discuter avec la communauté et faire finalement, pendant qu'on a ces replis, n'est-ce pas, de la pandémie dans notre continent, le plus important maintenant, c'est aller réfléchir avec la communauté. Nous qui sommes écoutés comme personnel soignant, c'est maintenant à notre tour d'aller sensibiliser, éduquer nos populations pour que nous ayons une couverture vaccinale très importante. Mais évidemment, pour enseigner aux autres, il faut que d'abord nous puissions augmenter notre trust ou confiance par rapport au vaccin. Voilà, je remercie quelques collègues avec lesquels nous avons préparé les diapositives. Voilà. Merci beaucoup, professeur Chadli. Merci beaucoup à tout le monde. Et voilà, à vous. Merci bien, Dr Patrick. Et aussi les remerciements à vos collègues Arthur, Renslow et Sharon qui ont contribué, qui vous ont appuyé dans cette présentation. Sincère remerciement, c'est vraiment très important comme présentation et vous avez survolé vraiment de A jusqu'à Z la dimension vaccination qui est une composante incontournable dans la prévention et contrôle de l'infection. Veuillez désactiver le partage, s'il vous plaît, Dr Patrick. Voilà. Merci bien. Alors, chers collègues panélistes, il y a une série de questions. Actuellement, il y en a une dizaine qui sont présentes devant moi. Et on peut donner un peu le temps à notre collègue Patrick de respirer un peu. Et je commence par une petite observation que beaucoup de collègues, il y a des questions qui posent beaucoup de collègues, sur le partage des diapos des présentations. S'il vous plaît, toutes les présentations sont partagées sur l'adresse email que vous avez utilisée pour s'inscrire dans ce webinaire. Sinon, vous allez recevoir le lien. Sinon, vous pouvez aller sur le site internet de ICANN, de Africa CDC, et vous pouvez trouver toutes les présentations. Alors, la première question, c'est de notre collègue Beram Goto. Il demande quelle est la différence entre le vaccin Sinopharm et Pfizer. Pourquoi constate-t-on beaucoup d'effets secondaires pour Pfizer que Sinopharm? Collègues panélistes, s'il vous plaît, avez-vous une réponse? Je peux passer la question à Dr Patrick, Dr Andy. Oui, professeur, je vais faire juste une petite, donc un petit commentaire rapidement parce que je dois me déconnecter. Vas-y, merci, Dr Andy. La question de notre, bon, avant de commencer, je dois dire c'était une excellente présentation, donc félicitations, Dr Patrick. Ça a été de niveau académique et donc j'ai beaucoup apprécié personnellement. Alors, la différence entre Sinopharm et Pfizer, je crois que Patrick va détailler
le contenu, mais je dois conseiller à l'ami, si on pose une telle question, de donner la référence, parce que si la différence, ça doit aller avec les éléments basés sur l'évidence. Donc, on doit comparer les études qui ont au moins un faible biais de sélection et de mesure de l'information avant de tirer une telle conclusion. Donc, à ce stade, je ne saurais pas aller trop en détail, mais je crois que c'est un élément à souligner. Donc, dans la communauté, comme Patrick l'a dit, il y a énormément d'infodémies et il y a aussi énormément de rumeurs qui font malheureusement beaucoup de tort, même au personnel soignant. Au personnel soignant, oui, n'arrive pas à différencier la bonne information de la mauvaise et il n'y a pas, en fait, une culture de l'utilisation de l'évidence. Donc, pour ça, je crois que Patrick peut développer davantage. Merci. Merci, Dr. Andy. Merci pour nous avoir joints au webinaire. On vous souhaite une bonne fin de journée. Et on passe à une autre question. C'est de notre collègue Ramato Amidou. Il dit, pensez-vous que le gouvernement africain doit penser à administrer une troisième dose aux populations et pourquoi? Je ne sais pas si Prof. Boula Boula, vous pouvez répondre à cette question ou Dr. Bali? Prof. Ali? Je vais répondre, professeur Ali. Oui, si vous me permettez, j'étais déconnecté, alors je voulais féliciter d'abord l'orateur du jour qui a apporté pas mal de notions récentes, ce qui donne vraiment de la valeur à sa communication et qui nous renseigne tous ce qui est actuel. Je voulais aussi dire à tous les collègues qu'il n'y a pas de vaccin qui protège à 100%. Ça, nous devons d'abord nous rassurer de ce qui est ancien et qui reste actuel. Concernant la troisième vaccination, si nos pays peuvent le faire, je pense que si la vaccination est faite correctement, première dose, deuxième dose, et en voyant l'allure de l'épidémie là où nous nous trouvons, si c'est nécessaire d'ajouter une troisième dose, je pense qu'il faut le faire. Je pense qu'il faut le faire, mais en tenant compte aussi des caractéristiques que nous venons d'apprendre ici pour chaque type de vaccin. Voilà à ce niveau de débat, ce que je peux dire. Merci. Merci bien. Docteur Bissot, comme expert de l'OMS, s'il vous plaît, avez-vous quelque chose à ajouter par rapport à la question de notre collègue Ramatou? Docteur Bissot? Oui, c'est bon, je suis là. J'avais un petit souci avec mon micro. Alors, notre collègue Ramatou vous demande, bonjour, alors demande, pensez-vous que le gouvernement africain doit penser à administrer une troisième dose aux populations? Rapidement, s'il vous plaît. Alors, pour ça, je dis déjà, tout en m'alignant sur le remerciement par rapport à la belle présentation du collègue, je voudrais dire que de notre côté, le comité consultatif pour le vaccin a fait sortir des directives qui sont quand même claires. Ce qui veut dire que la mise à jour que tous les pays doivent savoir, la mise à jour, je vais parler de la feuille de route du groupe consultatif stratégique des experts OMS sur la vaccination contre la COVID. La dernière mise à jour date du 19 janvier. Et dans cette mise à jour, les différentes recommandations ont été partagées. Je pourrais vous la mettre à disposition. Et ces recommandations conseillent les États membres sur cette question de booster de troisième dose. Donc, sans prendre beaucoup de minutes, je vais vous mettre à disposition. Vous pouvez joindre ça à la présentation du collègue et je crois que les collègues seront informés de l'attitude à tenir. Parce qu'il faut noter qu'il y a un groupe d'individus qui sont sélectionnés, qui sont bien identifiés et ces recommandations vont dans ce sens. Voilà, ce n'est pas à tout va. Devant la répartition vaccinale, les difficultés d'approvisionnement, les dates de péremption des vaccins.
qui arrivent, parce que n'oubliez pas, ça c'est une autre problématique, peut-être que je vais juste sortir. Certains pays demandent à avoir des vaccins, mais l'engouement que nous retrouvons sur les sites de vaccination font que certaines doses arrivent à péremption avec des destructions qui s'imposent. Donc, oui, la question des boosters de troisième dose peut être posée, mais encore une fois, il y a des recommandations très claires sur leur utilisation et cette orientation. Voilà. Donc, n'allons pas pour automatiquement, pourquoi pas de troisième dose, pourquoi pas de troisième dose. Mais je peux rapidement, si vous permettez, docteur, professeur, dire rapidement ce que recommande le groupe consultatif. S'il vous plaît, docteur Bissot, on peut partager ça ou je peux vous revenir par rapport à ça. On va gagner du temps. OK, donc voilà. Je vais vous revenir s'il me reste du temps. D'accord? Allez-y. Merci bien. Merci, docteur Bissot. Docteur Patrick, notre collègue Joseph Kassanda, il vous demande, les pays ayant fortement vacciné la population ont connu une vague d'Omicron. Quel est votre avis? Oui, merci aussi à tous les collègues qui sont en train d'intervenir. Merci aussi pour cette question. Et c'est la même chose de l'autre côté, en effet. Et pourquoi on peut dire que, je suis désolé de répondre par une question, pourquoi l'Afrique du Sud, par exemple, est le pays qui a beaucoup de cas en Afrique? Parce que d'abord, les Africains ne sont pas... les Africains sont protégés. Mais attends, l'Afrique du Sud est aussi Afrique, n'est-ce pas? Les Africains qui sont en Europe, aux États-Unis, sont le plus victimes. Mais alors, une question là derrière, chers collègues, est-ce que nous mesurons? Si on ne mesure pas, pourquoi on va dire qu'on est exempté? Mais voilà, voici par exemple quelque chose qui peut nous... Avant, on a dit, bon voilà, nous n'avons pas eu beaucoup de cas. Mais quand vous voyez les gens, je prends par exemple seulement un cas très simple de la RDC où on a vu des professeurs, parce qu'on connaît, c'est des professeurs, une trentaine, quarantaine de professeurs décédés, n'est-ce pas? Alors, voyez-vous que parce qu'on connaît, c'est des professeurs, tout le monde connaît, nous avons une liste. Mais qu'adviendra-t-il pour votre grand-mère ou ma grand-mère qui est au village? Quand tu vas mourir, parce qu'on n'a pas de registre des décès, on ne saura pas que cette personne est décédée, et puisque les gens n'allaient pas à l'hôpital. Première chose. Deuxième chose, dans beaucoup de pays, on n'a pas la capacité jusqu'à maintenant de tester. C'est encore du luxe, le PCR. On est en train de réutiliser, n'est-ce pas, le gène expert pour la tuberculose. C'est devenu maintenant un grand combat. Et donc, du coup, et même les cartouches, on n'en a plus. Donc, du coup, comment on saura qu'on n'a pas Omicron? Mais quand je vous ai montré le map, il y a donc Omicron. Et donc, du coup, chers collègues, pourquoi, par exemple, en Afrique du Sud, on a autant de cas? C'est parce qu'il y a le testing. Alors, quatrième élément de réponse, le dernier, c'est qu'on s'est dit, bon, voilà, il y a des études maintenant qu'on est en train de faire pour voir la sérologie dans les communautés. Est-ce que réellement ces gens ont eu de la COVID? Des études qui sont venues, par exemple, du Kenya. Attends, on a vu qu'on avait tout simplement sous-estimé l'infection. Donc là-bas, les taux reportés entre 45 à 75%. Et donc, du coup, ici, chers collègues, ne nous frottons pas la main, dire qu'il n'y a pas de cas. Non, ça, c'est dire que ces gens qui vaccinent ont beaucoup de cas. Non, c'est juste que ces gens qui vaccinent beaucoup, ils sont plus nantis. Et donc, du coup, ils font aussi beaucoup de testing. Nous, on ne peut pas dire qu'on n'en a pas parce qu'on ne fait pas les testing. Voilà, il n'y a pas de raison que ce soit comme ça. Merci beaucoup. Merci bien, merci docteur Patrick. Une question ouverte pour nos collègues, les panélistes, prof. Bola et docteur Valérie, 6 ans de réponse. Alors, juste là, notre collègue Alisa Karamir André, il dit que faire face à ces personnes qui refusent d'être vaccinées, soit en disant qu'il y a encore plusieurs variantes, Omicron ou autres, nouvelles variantes, nouvelles que le vaccin COVID ne contrôle pas. Que faire face à des personnes qui refusent d'être vaccinées en disant qu'il y a encore plusieurs variantes que le vaccin COVID peut-être ne peut pas contrôler? Docteur Valérie, avez-vous une réponse ou prof Ali? Je peux répondre, mais si Valérie peut commencer, il n'y a pas de problème. Je peux toujours répondre. À vous, prof.
Merci. La décision de se faire vacciner, c'est d'abord une décision individuelle. Quand quelqu'un a peur, il faut le persuader, l'informer de l'intérêt d'une vaccination. Parce que le principal objectif de la vaccination, c'est qu'il faut faire, c'est qu'il faut apporter à toute la population, informer la population. Le principal objectif de la vaccination est d'éliminer et de réduire significativement la transmission de la maladie dans la population. Ça, c'est le principal objectif. Si quelqu'un comprend cela, eh bien, il va éviter le danger pour lui-même et pour son entourage, c'est-à-dire sa communauté. Donc, l'effort à fournir, c'est d'informer tous ceux qui sont dubitatifs, tous ceux qui ont peur de l'intérêt de se faire vacciner. Je pense que notre collègue Katoto a démontré suffisamment avec les études ce qu'il y a à faire avec la vaccination et l'intérêt et surtout les apports de cette vaccination en termes d'infection, d'hospitalisation et de décès. Je peux demander à Valérie de me compléter. Merci beaucoup, professeur, et merci beaucoup au docteur Katoto. Très rapidement, c'est que nous sommes appelés, parce que nous sommes dans un aspect de changement de comportement, behavioral change. Nous sommes appelés à pouvoir faire des interventions qui vont être des interventions multimodales, où nous sommes obligés de combiner plusieurs modes pour arriver à convaincre les gens. Ça veut dire, par exemple, tous les faits, toutes les évidences qui ont été déployées ici par le docteur Katoto sont appelés à être coulés sous forme de posters, sous forme de moyens de communication et en ciblant aussi des groupes assez particuliers pour arriver à les faire arriver à une adhésion pour qu'ils soient convaincus du bien fondé de ce que l'on est en train de faire. Et aussi, il faudra montrer que systématiquement, nous devons contrer toutes les interventions et toute la contre-information qui existe, l'infodémie, la science sur l'infodémie, qu'il y a sur les réseaux sociaux afin de pouvoir amener tel ou tel autre groupe à adhérer. Donc, c'est toute une stratégie d'une équipe multidisciplinaire pour arriver à réaliser cela. Et cela ne doit pas être seulement une chose qui partirait simplement du ministère de la Santé, mais c'est une lutte multisectorielle et on combinerait tout cela afin de pouvoir arriver à convaincre les uns les autres en prenant les évidences, en déployant les posters, en déployant des spots publicitaires, en ayant des conférences. Donc, il y a plusieurs interventions qu'il faut y mettre à la fois pour arriver à une bonne efficacité d'une adhésion et convaincre la population. Et le leadership politique est aussi de mise là-dedans. Merci beaucoup. Merci, Dr. Valérie. Juste une autre question pour Dr. Patrick. Il y a un participant anonyme, je ne sais pas, à chaque fois, qui demande s'il est possible de nous rappeler les caractéristiques qui prouvent qu'une variante est préoccupante. Merci à vous, Dr. Patrick. Merci beaucoup, professeur. 3 éléments importants, un 4e supplémentaire. Le premier, c'est que la transmissibilité. Est-ce que le patient zéro, il transmet à un nombre plus important par rapport aux variables, à la variante, à la souche sauvage que nous connaissons de Wuhan? Ça, c'est la première chose, la transmissibilité. Deuxièmement, la gravité ou la virulence. Est-ce que des personnes infectées, n'est-ce pas, finissent toujours en hospitalisation? S'ils vont en hospitalisation, finissent toujours aux unités de soins intensifs, s'ils vont aux soins intensifs, ont-ils toujours besoin d'oxygène? Même malgré l'oxygène, est-ce qu'ils vont toujours mourir? Ça, c'est la virulence. Et nous calculons les taux de létalité. Pour la transmission, nous calculons, n'est-ce pas, les R0, comme on dit, ou les R0, ce qui est les degrés de transmissibilité. Et le troisième, le plus important, est donc maintenant, est-ce que cette variante a une capacité d'échapper à la réponse immunitaire? Ça, c'est aussi très important. Et enfin, le supplémentaire qui est important en temps de COVID, son impact sur le traitement, le diagnostic, le vaccin actuel.
comment est-ce qu'il n'est-ce pas, il contourne déjà les vaccins qu'on a? Est-ce qu'il diminue les anticorps neutralisants qu'on a? Est-ce que les anticorps neutralisants qu'on a, ils ne parviennent pas à bien répondre par rapport à elle? Voilà un peu les critères, les 3 fondamentaux et le 4e supplémentaire. Merci. Merci bien. Merci, Dr. Patrick. Notre collègue Richard Keating, il dit pourquoi, sur l'échelle mondiale, on constate plus la promotion de la vaccination et non du curatif, alors qu'il est conseillé à tous les malades de se rendre à l'hôpital en cas de symptomatologie COVID. Prof, vous avez des réponses à notre collègue Richard? Je n'ai pas très bien suivi la deuxième partie de son intervention. Alors, il demande pourquoi sur l'échelle mondiale, on constate plus la promotion de la vaccination et non pas la promotion du curatif. Et bien qu'il est conseillé à tous les malades de se rendre à l'hôpital. Les malades symptomatiques, ils se rendent à l'hôpital pour trouver, c'est-à-dire une prise en charge curative. Alors, d'après vous, il demande pourquoi on trouve ça. D'un côté, on promet beaucoup la vaccination et d'autre côté, on demande aux malades de se rendre aux hôpitaux, mais alors, il n'y a pas de promotion de la dimension curative. Merci beaucoup pour cet éclaircissement. Il faudrait rappeler d'abord à tous les collègues que tous ceux qui sont contaminés par la COVID ne sont pas hospitalisables. Donc, il y a un bon nombre, je pense les 3/4, qui peuvent rester à la maison. Et sur les 25% qui restent, 20% peuvent avoir le besoin d'un recours à l'hôpital et 5% peuvent entrer en soins intensifs avec possibilité d'en sortir vivant ou de décéder. Eh bien, je répète ce que j'ai dit il y a quelques instants, le principal objectif de la vaccination, évidemment, c'est de diminuer la circulation du virus de façon significative pour qu'il y ait moins de transmission, qu'il y ait moins de malades et pour les individus eux-mêmes et pour leur communauté. Donc, si on ne fait pas de promotion du curatif, le but, ce n'est pas que les gens tombent malades. Le but, c'est que les gens ne deviennent pas malades en se vaccinant, en observant les mesures barrières. Les gens peuvent éviter d'attraper la maladie. Voilà un peu ma réponse à cette question. Merci bien, prof. Merci. Docteur Patrick, double question de la part de notre collègue Dr Nora Nima. Alors, elle vous dit merci pour la bonne présentation. Quel conseil pouvez-vous nous donner aux patients sous traitement hormonal au long cours et qui ont besoin de bénéficier de la vaccination? Ça, c'est la première question. Sa deuxième question, chez les patients immunodéprimés vivant dans une région où seul le Johnson & Johnson est disponible, comment assurer le boosting? Merci encore une fois. Merci, Dr Nora. J'espère que vous avez saisi les deux questions, Dr Patrick. Oui, merci, professeur. Merci, cher collègue, Dr Nora, pour la question. Il n'y a pas une contre-indication par rapport aux vaccins actuellement licenciés, qui ont eu la licence, et un traitement hormonal. Parce que je sache, dans tout ce qu'il y a comme contre-indication majeure, par exemple, en majeur, c'est beaucoup plus l'hypersensibilité à certains composants comme les glycogènes, etc. Donc, un traitement hormonal, non, il n'y en a pas. Mais alors, il est toujours important de discuter avec votre endocrinien, endocrinologue, donc, qui vous suit, si c'est un traitement hormonal, si c'est l'endocrinologue, si c'est le gynécologue. Le plus important, c'est de voir maintenant la pathologie sous-jacente. Par rapport aux médicaments, il n'y a pas une contre-indication à ce que je sache actuellement. Oui. Mais par rapport aux médicaments, au traitement
n'est-ce pas? L'indication, ça, il faut discuter au cas par cas. Mais aussi, actuellement, il n'y a pas beaucoup de maladies pour lesquelles on déconseille la vaccination, en effet. Mais seulement, on peut vous conseiller une ou une autre par rapport à, si par exemple, vous êtes à risque par rapport au traitement. Je vais prendre un exemple simple comme ça pour réfléchir, n'est-ce pas? Si c'est un traitement hormonal avec des oestrogènes, par exemple, on sait, ils sont susceptibles à vous exposer à faire, disons, le thrombus, par exemple, n'est-ce pas? Et donc, moi, je ne vais pas vous conseiller, par exemple, de prendre les vaccins qui ont été, n'est-ce pas, rattachés à des effets thrombogènes. Et donc, la conséquence, je vais vous proposer à prendre les vaccins qui n'ont pas ça comme effet secondaire connu. Et donc, il y a actuellement, avec le panel qu'on a de vaccins, tout le monde peut trouver son compte. Deuxième question pour les immunodéprimés, magnifique. Et donc, ici, le professeur Chabir m'a dit, de l'Université de Wits, et qui a piloté l'étude sur le PVV avec AstraZeneca, ici en Afrique du Sud. C'est un papier publié dans des Lancet il y a 2 mois. Et ça montrait que les gens qui le PVV, avec 1-2 doses de AstraZeneca, ils allaient mieux comme tout le monde. Et donc, ce qui est intéressant, donc, avec J&J, ici en Afrique du Sud, vous savez, on a beaucoup de PVV. Ceux qui ont J&J n'ont pas fait de différence. Alors, ça, c'est la première chose par rapport à ça. Deuxième, comme vous n'avez que J&J, donc ce qu'on sait que plus le PVV a une charge virale indétectable, plus sa protection est comme celle de toutes les autres personnes. Si le PVV n'a pas une charge virale détectable, dans ces cas, vous le souhaiterez, n'est-ce pas, qu'il aille faire un booster. Maintenant, le booster, Johnson & Johnson est recommandé après le 2e mois. S'il a pris son 1er mois de Johnson, il a pris son Johnson, et puis après 2 mois, il est éligible pour le booster avec le Johnson. Merci, docteur. Merci bien. C'est-à-dire, docteur Patrick, je comprends bien, c'est-à-dire ils peuvent faire le booster, que ce soit avec le Johnson ou un autre vaccin, une autre vaccination. Il peut faire le booster avec Johnson. Dans les cas concrets ici, puisqu'il n'a que Johnson, il peut faire le boost. Il est éligible et vraiment conseillé pour lui de faire le boost par rapport à l'immunodépression. Cependant, s'il a AstraZeneca, s'il a, je vais dire pas AstraZeneca, mais celui-là, par exemple, le Pfizer ou le Moderna qui arrive, il peut faire maintenant la stratégie de mix match. Et donc, du coup, il peut se booster avec Moderna ou Pfizer. Mais s'il n'a que Johnson & Johnson, en prenant la 2e dose de Johnson, on voit que les anticorps neutralisants augmentent de manière significative. Merci. Merci bien. Merci bien. Bon, il y a notre collègue Alain Okito du Nairobi. Bon, bien qu'il adresse la question à Dr Patrick, mais si Dr Valérie ou Dr Bissou ou professeur Ali ont réponse, ils peuvent prendre la parole. Alors, il dit actuellement, entre le vaccin à ADN et à ARN, lesquels présentent une protection significative face aux variantes Delta et Omicron. Je vais peut-être répondre à cette question parce qu'en en fait, on n'a pas de vaccins à DNA qui sont autorisés jusque-là pour le marché. Et donc, il faut encore attendre un tout petit peu, chers collègues. Oui. Tous les candidats sont encore en cours d'évaluation. Vous savez que la technologie DNA est encore plus difficile parce qu'il y a des plasmines qui entrent en jeu, etc. Et donc, c'est encore une technologie très difficile à transférer. Il n'y a pas encore qui sont validés, mais on a donc autant de candidats qui sont dans le pipeline. Et donc, l'étude de comparabilité de vaccins, sur les effets secondaires, nous n'avons pas toujours effets secondaires, mais les événements suivant la vaccination, ça ne pourra être possible que quand on aura un candidat à accepter. Merci. Merci, Dr Patrick. Merci.
Alors, il y a un collègue, malheureusement, je continue à demander à nos collègues participants d'écrire leur nom et leur pays. Un collègue qui a mis administrateur, il dit bonjour, merci pour cette présentation. Ma question, quelle est la durée de protection des vaccins COVID? C'est très variable, mais je passe la parole aux panélistes s'ils ont une réponse à notre collègue. La durée de protection des vaccins COVID. Je préférerais que notre collègue Katoto, qui a creusé le sujet, s'il a des éléments, qu'il puisse les donner. Merci. Merci beaucoup, professeur. Et merci aussi aux collègues pour cette question très intéressante. Voilà. Personne ne sait, en effet. Il faut être réaliste. Nous ne savons pas. Mais alors, ce que nous savons, ce sont ces études. Par exemple, vous vous rappelez ce que j'ai projeté là-bas, jusqu'à 25 semaines. Donc, on est en train de construire tous ensemble cette science de COVID. C'est que jusqu'à 25 semaines, par exemple, vous voyez que vous avez encore une protection, mais elle est diminuée jusqu'à, vous n'avez que 34% de protection. Et donc, après 6 semaines, la plupart de vaccins sont en train de diminuer. Les taux des anticorps qui nous protégeraient diminuent. C'est ça, en fait, l'objectif de rappel que nous avons en médecine. Et depuis, pour, par exemple, Dithecok 1, 2, 3, tétanos, autant de vaccins qui nécessitent le rappel. La notion de rappel existe parce qu'on sait qu'à un moment donné, ça peut diminuer, en fait, les taux de protection, donc l'efficacité des vaccins. Et ici, c'est comme ça qu'on recommande qu'après, si vous avez pris le vaccin Pfizer, puisque les études montrent qu'après 6 mois, votre protection a été réduite, il faut faire le rappel. Si vous avez pris le Johnson & Johnson AstraZeneca, après 2 mois, il faut faire, surtout pour le Johnson en effet, il faut faire le rappel. Mais toute la question ici, est-ce que chez nous, nous sommes en train d'aller vers le rappel? Puisque vous avez vu, il n'y a que 17%, chers collègues, qui sont vaccinés. Donc, commençons d'abord à faire beaucoup d'efforts pour ramener ces 17, de 17 à 80 et que ça ne nous prenne pas 3 ans encore. Voilà, je pense que c'est ça notre combat, nous, en Afrique. Et que le rappel devrait probablement rester pour ces personnes là-bas, et comme les collègues prédécesseurs l'ont mentionné, et pour les gens qui sont nécessités vraiment, les gens immunodéprimés de manière sévère, PVV qui est instable, le transplanté, les gens qui ont les cancers, hémato, etc., solides, sont déjà là-bas qui peuvent finalement aller vers le rappel. Mais dans des pays où on n'a que 5% de gens vaccinés, 2% de gens vaccinés, on le voit, des pays comme la RDC, comme le Burundi qui traînent le pas, beaucoup de pays en Afrique, vous voyez la totalité, on est seulement à 17%. Et donc, du coup, notre effort doit être pour l'instant un peu différent de l'effort que se passe ailleurs. Mais maintenant, de manière individuelle, si quelqu'un vient dans votre bureau, vous demandez les conseils, est-ce que lui, de manière particulière, puisqu'il a besoin d'avoir un rappel, est-ce qu'il a besoin est-ce qu'il peut prendre le boost parce qu'il est disponible? Il faut l'encourager en suivant ces normes là-bas de 2 et 6 mois. Merci. Merci bien. Il nous reste peu de temps, mais j'en ai encore quelques questions à poser. C'est une question ouverte pour nos collègues panélistes. De la part, je vais synthétiser, de notre collègue Annie, notre collègue Colette, un anonymous attendé. Alors là, il demande, nous sommes dans l'infodémie, comment peut-on aider la population à accepter la vaccination? Quelles méthodes, stratégies peuvent susciter les populations réticentes à se faire vacciner? Alors là, c'est un peu ça. Je crois professeur Ali a donné quelques conseils. Mais si vous permettez, chers collègues, est-ce que vous pouvez partager quelques conseils et recommandations à nos collègues qui peuvent les aider à promouvoir la vaccination dans leur pays? À vous, chers collègues. Merci, professeur Chedli. On a perdu votre voix, docteur, professeur Ali, on a perdu votre voix. En attendant que Prof Boulaboula rentre, je ne sais pas si on... Oui.
Donc, je disais que comme nous l'avions déjà souligné, il est très important qu'on fasse... fasse... ce qu'on a dit la semaine passée, et d'exercice comme les pasteurs, comme les prêtres, Prof Ali, Prof Ali, Prof Salboula Boula. Prof Boula Boula, on a perdu votre voix. Vas-y Valérie, s'il vous plaît, docteur Valérie. Donc, je disais que, comme la semaine passée également, nous avons dit, une approche... J'ai connu un souci. Nous devons nous comporter comme des bons. Prof Boula Boula. Beaucoup plus les gens. Prof Boula Boula. Oui. S'il vous plaît, on a perdu votre voix à plusieurs reprises. Vous avez un problème de connexion. On a perdu votre voix à plusieurs reprises. C'est pourquoi on a donné la parole à Dr Valérie. Qu'il continue. Vas-y. Okay, donc, je disais, comme le professeur a dit, une approche multisectorielle, une approche multimodale est très importante. Les leaders de communautés doivent être impliqués, notamment le prof a cité les pasteurs, les leaders d'opinion, les partis politiques, et cela permet de pouvoir rassembler plus d'évidence, des rencontres avec des questions, des focus group au niveau des communautés, et en ciblant aussi les personnels de santé et les différents partenaires, on peut arriver à pouvoir entraîner la communication, notamment cette communication d'information et la communication des risques aussi par rapport à tout ce qui se raconte autour des vaccins, et en multipliant des spots qui passeraient aussi, et une mobilisation communautaire permettrait de pouvoir amener une adhésion encore plus grande. C'est très important d'arrêter ça au niveau stratégique, au niveau opérationnel, de continuer de la sorte en engageant plusieurs acteurs de terrain. Merci. Merci. Prof, vous avez quelque chose à ajouter, s'il vous plaît? Non, je pense qu'il a dit l'essentiel. Ça peut suffire. Merci beaucoup, prof. Je vous en prie. Merci bien. Alors, je crois que je vais terminer avec cette question de la part de notre collègue Alisa André. Il demande, Dr Patrick, s'il y a déjà des études disponibles sur les sérums anti-Covid-19. Dr André Alisa du RDZ. Merci beaucoup, professeur. Beaucoup d'études, oui. Beaucoup, le recombinant, etc. Mais la grande question qui reste là-bas, c'est pourquoi on n'émet pas beaucoup d'enthousiasme en termes de santé publique. C'est comment vous implémentez ça, n'est-ce pas, dans tout le pays, par exemple, comme la RDC. D'abord, la logistique de ça est un peu coûteuse. Et puis, de deux, l'acceptabilité peut être encore plus grave. Quand vous voyez les gens d'abord qui refusent la transfusion. Et donc, s'il faut aller leur donner ça, l'implémentation est très difficile. Et troisièmement, maintenant, c'est difficile de scalable. Donc, de mettre ça à forte échelle au niveau national et international. Mais alors, on se rend compte aussi que ce n'est pas non plus une panacée. Et donc, par exemple, pour l'Omicron, il y a des slides que j'avais mises ici pour ça et que je n'ai pas montré. Mais ça montre, par exemple, pour l'Omicron que ça n'a donné qu'un degré de protection très, très limité aussi. Voilà. Merci bien. Si vous permettez, Dr Patrick, il y a notre collègue Tajeddine Youssef du Madagascar. Il est médecin biologiste, infectiologue aux îles Comores. Je m'excuse, aux îles Comores. Alors, il vous demande du fait qu'il y aurait des facteurs génétiques impactants sur l'immunité post-vaccination en fonction du système immunitaire des personnes vaccinées. Est-ce qu'il ne faudrait pas que nos spécialistes en immunologie œuvrent pour l'établissement d'un protocole vaccinal résumant les indications vaccinales en fonction du statut immunitaire? Je crois que vous avez commencé à répondre à cette question et vous avez des réponses. Avez-vous quelque chose à compléter, Dr Patrick? Oui, très rapidement. D'abord, merci pour le collègue. Merci aux collègues pour la question. C'est très difficile d'aller voir un peu la réponse, ce qui est la situation génétique en fait, des patients dans la population. Les facteurs génétiques, on ne saura jamais aller implémenter ça en routine, comme vous le savez, chers collègues. Mais alors, on a le grand groupe
de patients, donc ceux qui ont d'abord les seniors, hein, parce que c'est là qu'il faut aller d'abord. Hein. Nous protégeons d'abord les gens à plus haut risque. Et donc, ceux qui sont âgés au-delà de 50, 60 en termes d'âge, les gens qui ont des comorbidités, maladies respiratoires, VIH, diabète, etc., cancer, etc. Et voilà, d'abord, si nous faisons ça et que nous disons les gens ici doivent être une priorité dans notre structure de santé, on a déjà fait quelque chose de très intéressant. Puis, il y aura maintenant un cas par cas. Quelqu'un qui viendra, par exemple, il vous dit qu'il a eu sa première dose et sa deuxième dose, mais il a fait l'infection et puis il est parti faire une infection grave. Et donc là, maintenant, vous pouvez aller jusqu'à faire des tests un peu plus poussés. Et si vous ne pouvez pas savoir faire ces tests poussés, parce qu'on sait maintenant le profil de ces gens là-bas, si vous ne pouvez pas faire ces tests plus poussés, tout simplement, donnez-lui une dose de rappel. Ça veut dire qu'il nécessite tout simplement un boost. Voilà de manière simple. Merci. Comment on peut faire. Merci bien. Merci bien. Docteur Valérie, vous avez demandé à répondre à la question de notre collègue Richard Kitching. C'est sa deuxième question. Mais avant ça, notre collègue Joseph Kassanda, s'il vous plaît, il n'y a pas de question. Je vois le cas d'Israël et Islande, mais je ne vois pas de question. S'il vous plaît, déjà le temps presse, on ne peut plus prendre, mais vous pouvez envoyer votre question. Rapidement, docteur Valérie, alors notre collègue Richard, docteur Richard vous dit, merci pour la réponse, bien que les discussions peuvent continuer. Alors, juste une question d'analyse pour le cas particulier de RDC, taux faible de vaccinés de plus ou moins 0,5% contre une très faible létalité avec baisse considérable de contamination. Cette immunité se signifie par quoi ou signifie quoi peut-être? Rapidement, docteur Valérie, à vous. J'aimerais d'abord dire que les données que nous avons peuvent être des données qui sont assez discutables dans le sens de la collection pour dire par exemple que le taux de contamination, le taux de létalité dû à coronavirus. Il y a énormément de données pour avoir traité des malades, pour avoir été dans la santé publique durant la première vague et un tout petit peu la deuxième vague. J'aimerais tout simplement dire que nous avons un des membres de famille avec cliniquement, il présentait vraiment les aspects COVID avec les clichés qui étaient là. Il militait en faveur, mais les tests n'ont jamais été faits. Donc, ça veut dire que nous avons d'abord un problème de statistiques. Mais disons aussi que le cours normal de la maladie fait que partout à travers le monde, tout en sachant très bien que vous avez 80 à 90% même des personnes qui sont infectées, mais qui sont asymptomatiques ou polysymptomatiques, le cours normal de la maladie expliquerait tout à fait la baisse. Donc, il y a des vagues qui sont venues, puis Omicron est venu, et nous voyons que le cours normal de la maladie peut expliquer tout ce fait que nous avons à ce niveau-là. Mais du point de vue des statistiques, nous avons encore beaucoup de discussions à faire par rapport à ce qu'on a eu comme résultat par rapport aux morts en RDC. Cela est très important. Merci. Merci bien, merci. Prof Ali, est-ce que vous pouvez avoir une réponse rapide à notre collègue Sylvain Makoto? Il demande quelle est votre appréciation par rapport à la stratégie mise en place par la RDC de ne pas tester à l'entrée ou à la sortie du pays les personnes ayant reçu 2 doses de vaccin. Je n'ai pas de commentaire à faire sur cette réglementation. Je me pose moi-même des questions là-dessus. Voilà, je me gêne tout simplement d'ajouter un commentaire. Merci. Merci bien. Merci bien, docteur. Alors, ceci dit, pour notre webinaire d'aujourd'hui, de nouveau, vraiment félicitations et remerciements à notre collègue Dr Patrick Katoto. C'était une présentation de très haute qualité académique qui a été beaucoup appréciée par tous les participants. Je remercie aussi nos collègues panélistes qui étaient avec nous et qui ont contribué avec notre présentateur et moi comme coordonnateur de ce webinaire à répondre aux questions de nos collègues francophones de tout le pays francophone de l'Afrique. Je cite le professeur Ali Bolabola, notre collègue Okom Bissot, l'OMS, notre collègue Dr Valérie Kazadi. Je ne sais pas, Dr Bissot, vous avez 2 mots à dire ou juste vous allez partager le document et je partage avec les participants?
Je crois Dr Pissot n'est pas avec nous. OK. Je vous remercie, chers collègues. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et pour ceux qui ont encore des questions à poser sur la prévention contre d'infection, alors là, veuillez partager vos questions via l'adresse email ou sur la plateforme qu'on consulte tous ensemble. Mes remerciements de nouveau aux présentateurs, aux panélistes et à tous les participants. Au revoir et à la semaine prochaine. Merci, au revoir. Merci, prof. Merci bien. Dr Patrick. Merci, Dr Patrick. Merci beaucoup à tout le monde. Merci, Dr Valérie. Merci, merci. Au revoir. Au revoir.